Je m'appelle Jean-Pierre et j'ai 49 ans. Je travaille comme chauffeur routier en France depuis plus de 25 ans. J'ai parcouru toutes les routes du pays, des autoroutes modernes aux départementales isolées. Je pensais avoir tout vu sur ces routes, des accidents tragiques aux conditions météorologiques extrêmes. Mais ce qui m'est arrivé sur la Nationale 7, entre Lyon et Valence, en novembre 2018, m'a appris que certaines routes cachent des mystères que la logique ne peut expliquer. Certaines histoires ne devraient jamais être racontées. Celle-ci en fait partie. Cette nuit-là, je transportais un chargement de meubles depuis Lyon vers Marseille. J'avais pris la Nationale 7, une route que je connais par cœur, plutôt que l'autoroute. C'était une décision de dernière minute, motivée par le fait que l'autoroute était partiellement fermée pour travaux. La N7 est une belle route, historique, qui traverse la vallée du Rhône. Mais elle peut être désolée la nuit, avec de longs tronçons sans éclairage ni habitation. Il était environ 2 heures du matin quand j'ai traversé la région de la Drôme. La route était déserte, comme on pouvait s'y attendre à cette heure. Pas d'autres véhicules, juste moi, mon camion et le ruban d'asphalte illuminé par mes phares dans l'obscurité. C'est alors que je l'ai vue. Une femme au bord de la route, le bras levé, essayant de me faire arrêter. Elle portait une longue robe sombre, ses cheveux blonds flottant dans le vent nocturne. Ma première réaction a été la méfiance. 2 heures du matin, milieu de nulle part, une femme seule cherchant à être prise en stop, tous mes instincts me disaient de continuer. Mais en passant devant elle, j'ai vu son visage dans mes rétroviseurs. Elle semblait jeune, terrifiée, désespérée. Et j'ai pensé à ma propre fille, qui a à peu près le même âge. Si elle était dans une situation difficile, j'espérais que quelqu'un s'arrêterait pour l'aider. J'ai freiné et me suis arrêté sur le bas-côté. J'ai baissé ma vitre juste assez pour parler. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, si elle avait besoin d'aide. Elle s'est approchée et j'ai pu mieux la voir à la lumière de mon camion. Jeune, peut-être 25 ans, avec un visage pâle et des yeux immenses. Sa robe semblait étrangement démodée, comme quelque chose des années 60. Elle m'a dit que sa voiture était tombée en panne plusieurs kilomètres en arrière, qu'elle avait besoin d'atteindre la prochaine ville pour appeler de l'aide. Sa voix était douce, presque un murmure. J'ai accepté de l'emmener jusqu'à Valence, la ville la plus proche. Elle est montée à l'avant, à côté de moi. Elle s'est assise, sans un mot, les mains croisées sur ses genoux, regardant droit devant. Je lui ai demandé son nom, ce qui était arrivé à sa voiture, si elle avait appelé quelqu'un. Mais ses réponses étaient vagues, évasives. « Merci de votre gentillesse. Je ne veux pas vous déranger. » Ce genre de phrase qui ne répondait vraiment à rien. J'ai repris la route. L'atmosphère dans la cabine était étrange. Il faisait plus froid qu'il ne devrait même avec le chauffage allumé. Et il y avait une odeur, très faible, comme des fleurs fanées ou de la terre humide. Après quelques minutes de silence inconfortable, j'ai essayé de faire la conversation. Mais plus je lui parlais, plus son comportement me semblait bizarre. Elle ne me regardait jamais directement. Ses réponses venaient après de longs silences, comme si elle avait du mal à formuler ses pensées. Puis j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang, le rétroviseur latéral. J'y voyais le reflet de ma cabine, de moi conduisant, du siège passager. Mais le siège paraissait vide. Aucun reflet de la femme assise à côté de moi. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai jeté un coup d'œil sur le côté. Elle était là, bien réelle, assise à côté de moi. Mais dans le rétroviseur, rien. Juste un siège vide. J'ai essayé de rester calme, peut-être l'angle du miroir, peut-être l'illumination. Mais je savais au fond de moi que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai accéléré légèrement, pressé d'arriver à Valence et de la déposer. C'est alors qu'elle a parlé, sans que je lui ai posé de questions. « Je suis désolé », a-t-elle dit. Sa voix avait changé. Elle était plus creuse, plus distante. « Je ne voulais pas vous effrayer, mais j'ai besoin d'aller là-bas. J'ai besoin de rentrer chez moi. » Je lui ai demandé où était chez elle. Elle a pointé vers l'avant, vers la route qui s'étendait dans l'obscurité. « Pas loin maintenant. Vous le verrez bientôt, l'endroit où tout s'est terminé. » Si vous aimez cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus de récits comme celui-ci. Et dites-moi en commentaire quelle histoire vous voulez entendre ensuite. Ma peur se transformait en terreur. Je cherchais des yeux un endroit pour m'arrêter en toute sécurité, pour la faire descendre. Mais nous étions sur un tronçon de route sans accotement, avec des fossés profonds de chaque côté. Soudain, elle a tendu la main et a montré du doigt. « Là », a-t-elle dit.
Je regardais où elle pointait et j'ai vu un virage serré qui approchait, avec un panneau d'avertissement triangulaire. C'est là que je suis morte, il y a 30 ans. Mon fiancé conduisait, nous nous sommes disputés. Il a perdu le contrôle dans ce virage. Nous avons quitté la route. J'ai freiné instinctivement, le camion ralentissant rapidement. Elle continuait, sa voix maintenant à peine audible. Chaque nuit, j'essaye de rentrer chez moi. Quelqu'un me prend, m'emmène jusqu'ici. Et ensuite, je dois recommencer. Encore et encore. Je ne peux pas partir. J'ai arrêté complètement le camion avant d'atteindre le virage dangereux. Quand je me suis tourné pour la regarder, le siège passager était vide. Elle avait disparu. La porte était toujours verrouillée de l'intérieur. Il n'y avait aucun moyen qu'elle soit sortie. Je suis descendu du camion tremblant. J'ai examiné les alentours avec ma lampe torche. Rien. Personne. Juste la route déserte et le vent nocturne sifflant à travers les arbres. J'ai remarqué quelque chose au bord de la route, près du virage qu'elle avait montré. Une petite croix blanche, du type que les gens installent là où des accidents mortels se sont produits. Je me suis approché. La croix portait le nom Marie-Claire Dubois et une date, novembre 1988, 30 ans exactement avant cette nuit. Je suis remonté dans mon camion et j'ai conduit directement jusqu'à Marseille sans m'arrêter. Le lendemain, j'ai fait des recherches sur Marie-Claire Dubois. J'ai trouvé un article de journal de 1988. Elle et son fiancé étaient morts dans un accident de voiture sur la N7, exactement au virage qu'elle m'avait montré. L'article mentionnait qu'ils rentraient d'une soirée à Lyon, qu'ils s'étaient disputés. Depuis cette nuit, je ne prends plus personne en stop. Jamais. Peu importe qui semble avoir besoin d'aide. Parce que j'ai appris que tous ceux qui demandent de l'aide au bord de la route ne sont pas vivants, et certains ne cherchaient pas à être sauvés. Ils sont juste piégés, répétant leur dernier voyage encore et encore, entraînant des conducteurs s'en méfiant dans leur tragédie éternelle. Mais l'expérience de Jean-Pierre n'est pas unique parmi les conducteurs français. En fait, j'ai récemment rencontré Sophie, une infirmière de 36 ans qui travaille en équipe de nuit dans un hôpital de Bordeaux. Ce qui lui est arrivé sur l'A10 entre Bordeaux et Paris montre que parfois, les entités qui apparaissent dans nos véhicules ne viennent pas de l'extérieur. Elles sont déjà là, attendant patiemment que nous soyons seuls et vulnérables. Sophie travaille comme infirmière de nuit depuis 8 ans. Son horaire irrégulier signifie qu'elle conduit souvent seule tard dans la nuit ou tôt le matin. Elle ne s'en était jamais inquiétée, trouvant même une certaine paix dans ses trajets solitaires sur les autoroutes françaises endormies. En février 2021, Sophie rentrait chez elle après une garde particulièrement épuisante à l'hôpital. Il était environ 4 heures du matin, cette heure étrange où la nuit se termine mais le jour n'a pas encore commencé. Elle avait pris l'A10 vers le nord, une autoroute qu'elle empruntait régulièrement. La route était presque déserte. Sophie avait mis de la musique douce, du jazz instrumental qui l'aidait à rester éveillée sans être trop stimulante. Elle se sentait fatiguée, mais pas dangereusement, juste ce niveau de lassitude familier après une longue nuit de travail. C'est dans son rétroviseur qu'elle l'a vue la première fois. Une silhouette sur la banquette arrière de sa voiture. Assise là, complètement immobile. Sophie a sursauté si violemment qu'elle a failli perdre le contrôle de sa voiture. Elle a donné un coup de volant, puis s'est stabilisée, son cœur battant la chamade. Elle a regardé directement en arrière. La banquette était vide, personne. Elle a regardé à nouveau dans le rétroviseur. Là, clair comme le jour, il y avait quelqu'un assis sur la banquette arrière. Une figure sombre, impossible de distinguer des traits, juste une masse d'ombre vaguement humanoïde. Sophie s'est arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence, allumant ses feux de détresse. Elle tremblait, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. Dans le rétroviseur, la figure était toujours là, mais quand elle se retournait pour regarder directement, le siège arrière était vide. Elle est sortie de sa voiture, a ouvert la porte arrière, inspecté l'intérieur avec la lumière de son téléphone. Rien, absolument rien. Les sièges étaient vides, propres, aucun signe que quelqu'un avait été là.
Sophie est remontée dans sa voiture, se disant que c'était la fatigue, une hallucination causée par l'épuisement. Elle a décidé de continuer, mais de rester très vigilante. Elle a ajusté le rétroviseur de manière à ne plus voir la banquette arrière. Si c'était une hallucination, au moins elle ne la verrait plus. Elle a repris la route, mais maintenant elle était complètement tendue, tous ses sens à l'alerte. La musique semblait trop forte, elle l'a éteinte. Le silence qui a suivi était oppressant. Puis, elle l'a senti, une présence. Même sans voir dans le rétroviseur, elle pouvait sentir que quelque chose était dans la voiture avec elle. C'était comme cette sensation quand quelqu'un vous observe, mais amplifiée, inescapable. L'air semblait plus épais, plus froid. Sophie a accéléré, dépassant largement la limite de vitesse, désespérée d'atteindre une aire de repos ou n'importe quel endroit avec d'autres personnes. Mais l'A10 à cette heure était déserte, les aires de repos espacées de dizaines de kilomètres. Puis, elle a entendu la respiration, lente, régulière, venant juste derrière elle. Quelqu'un respirait sur la banquette arrière. Sophie a ressenti un frisson de terreur absolue remonter sa colonne vertébrale. Elle a regardé dans le rétroviseur malgré elle. La figure était plus proche maintenant, penchée en avant, comme si elle essayait de se rapprocher d'elle, toujours sans trait visible, juste cette masse d'ombre qui suggérait vaguement une forme humaine. Sophie a crié, a donné un coup de volant et sa voiture a dérapé sur l'autoroute. Par miracle, il n'y avait aucun autre véhicule. Elle a réussi à reprendre le contrôle, son cœur battant si fort qu'elle pensait s'évanouir. Elle s'est forcée à regarder directement en arrière. Vide, toujours vide. Mais dans le rétroviseur, quand elle osait y jeter un coup d'œil, la figure était là, maintenant si proche qu'elle aurait pu toucher l'épaule de Sophie si elle tendait la main. Sophie a vu un panneau indiquant une aire de repos à 5 km. Elle a conduit comme une folle, priant pour que sa voiture tienne, pour qu'elle ne perde pas le contrôle, pour que cette chose dans son rétroviseur ne devienne pas réelle. Quand elle est arrivée à l'aire de repos, il y avait quelques camionneurs garés, leurs chauffeurs dormant dans les cabines. Sophie s'est arrêtée sous les lumières les plus brillantes qu'elle pouvait trouver, a bondi hors de sa voiture et s'est éloignée en courant. Elle est restée là, à quelques mètres de sa voiture, pendant plus de 20 minutes, essayant de se calmer, de retrouver son souffle. Finalement, elle a approché un camionneur qui descendait de sa cabine pour sa pause. Elle lui a demandé, en essayant de ne pas avoir l'air folle, s'il pouvait regarder dans sa voiture, vérifier qu'il n'y avait personne. L'homme, probablement habitué au comportement étrange à cette heure de la nuit, a accepté. Il a regardé dans toutes les fenêtres, a même ouvert les portes et vérifié le coffre. « Personne, mademoiselle, votre voiture est vide, vous allez bien ?» Sophie l'a remercié et est remontée dans sa voiture. Cette fois, elle a conduit avec toutes les lumières intérieures allumées, la radio au volume maximum, les vitres légèrement ouvertes malgré le froid, tout pour se sentir moins isolée, moins vulnérable. Elle n'a pas regardé le rétroviseur une seule fois pendant le reste du trajet. Elle a conduit directement jusqu'à son appartement à Bordeaux, est entrée en courant et n'a respiré normalement que lorsqu'elle a verrouillé la porte derrière elle. Le lendemain, Sophie a fait vérifier sa voiture par un mécanicien. Rien d'anormal. Elle a consulté un médecin, pensant peut-être que c'était un problème neurologique. Tout était normal. Elle a même vu un psychologue qui a suggéré que c'était peut-être une hallucination induite par le stress et le manque de sommeil. Mais Sophie sait ce qu'elle a vu. Et quelques semaines plus tard, en cherchant en ligne, elle a trouvé des dizaines de témoignages similaires. Des conducteurs qui voyaient des figures dans leur rétroviseur, des présences dans leur voiture qui n'étaient visibles que dans les reflets. Certains appellent ça le passager fantôme, une entité qui monte dans les voitures de personnes solitaires conduisant de nuit. Sophie a changé son trajet habituel. Elle prend maintenant des routes plus fréquentées, même si ça prend plus de temps. Et elle a retiré complètement le rétroviseur central de sa voiture. Si quelque chose est là, elle préfère ne pas le voir. Et en parlant de présence inexplicable sur les routes, je dois partager l'histoire de Thomas, un policier de 42 ans qui patrouille les autoroutes belges depuis 15 ans. Son expérience sur l'E40 entre Bruxelles et Liège montre que parfois ce ne sont pas les vivants qui ont besoin d'aide sur nos routes, mais les morts qui continuent à chercher quelque chose qu'ils n'ont jamais trouvé de leur vivant. Thomas travaille pour la police de la route belge. Son travail consiste à patrouiller les autoroutes, aider les conducteurs en détresse, gérer les accidents, contrôler les vitesses. C'est un travail qu'il fait avec professionnalisme et dévouement. Après 15 ans, il pensait avoir tout vu sur ces routes. En septembre 2020, Thomas était en patrouille de nuit sur l'E40.
Il était environ 1h du matin, le trafic était léger. Il effectuait sa ronde habituelle, gardant un œil sur les véhicules, cherchant tout ce qui pourrait nécessiter son intervention. C'est alors qu'il a reçu un appel radio. Un automobiliste avait signalé un véhicule arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, feu de détresse allumé, au kilomètre 85. Thomas a confirmé qu'il allait vérifier. Il est arrivé à l'emplacement indiqué quelques minutes plus tard. Effectivement, il y avait un véhicule sur le bas-côté. Une vieille Peugeot des années 1990, avec ses feux de détresse clignotants. Thomas s'est garé derrière, a allumé ses propres feux d'urgence et s'est approché. Il pouvait voir quelqu'un assis au volant, une silhouette immobile. Thomas a tapé à la vitre. « Police, vous allez bien? Vous avez besoin d'aide ?» L'homme au volant a levé la tête. C'était un homme d'une quarantaine d'années, l'air fatigué et confus. Il a baissé la vitre. Je ne sais pas où je suis. Je conduisais vers Liège, et puis je suis ici. Depuis combien de temps ? Thomas a vérifié les papiers de l'homme. Jean Mercier, adresse à Bruxelles, permis de conduire valide. Tout semblait en ordre. Mais quelque chose clochait. Les papiers d'assurance du véhicule étaient datés de 2005, périmés depuis 15 ans. « Monsieur, vos papiers d'assurance sont périmés », a dit Thomas. Jean a pris les papiers, les a regardés avec confusion. « Ce n'est pas possible, je les ai renouvelés le mois dernier, en août 2005. » Un frisson a parcouru Thomas. « Monsieur, nous sommes en 2020, septembre 2020. » Jean l'a regardé comme s'il était fou. « Non, nous sommes en 2005. Je rentrais à Bruxelles après avoir visité ma mère à Liège. C'était hier. » Aujourd'hui, quel jour sommes-nous ? Thomas a commencé à comprendre que quelque chose de très étrange se passait. Il a demandé à Jean de sortir du véhicule, de venir s'asseoir dans la voiture de police. Jean a obéi, semblant complètement perdu. Dans la voiture de police, Thomas a montré à Jean son téléphone, la date affichée. Jean est devenu très pâle. « Ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. » Thomas a décidé de vérifier quelque chose. Il a entré le nom de Jean Mercier dans son ordinateur de bord, connecté à la base de données nationale. Ce qu'il a trouvé l'a glacé. Jean Mercier, né en 1965, décédé en octobre 2005. Accident de voiture sur l'E40, kilomètre 85. Cause de la mort, perte de contrôle du véhicule, collision avec un camion. Le rapport d'accident indiquait que Jean s'était endormi au volant après avoir conduit pendant de nombreuses heures. Thomas a regardé l'homme assis à côté de lui. Jean regardait par la fenêtre, semblant progressivement réaliser quelque chose. « Je me souviens maintenant », a-t-il dit doucement. « J'étais si fatigué. Je conduisais depuis Liège. J'ai fermé les yeux juste un instant, et puis rien, jusqu'à maintenant. » « Combien de temps ai-je été absent ?» a demandé Jean. Thomas ne savait pas quoi dire. « 15 ans, a-t-il finalement répondu. Jean a hoché la tête lentement. 15 ans, bloqué sur cette autoroute, conduisant encore et encore, essayant de rentrer chez moi. Mais je n'y arrive jamais, n'est-ce pas ? Thomas ne savait pas comment gérer cette situation. Rien dans sa formation ne l'avait préparé à ça. Il a appelé son superviseur, a essayé d'expliquer ce qui se passait, mais les mots lui manquaient. Pendant qu'il parlait à son superviseur, il s'est retourné vers Jean. Le siège passager était vide. Jean avait disparu. Thomas est sorti précipitamment de la voiture, a regardé autour. La vieille Peugeot était toujours là, sur la bande d'arrêt d'urgence. Thomas s'est approché. La voiture était vide maintenant, porte déverrouillée. À l'intérieur, tout était comme figé dans le temps. Le tableau de bord montrait des technologies d'il y a 15 ans. Sur le siège passager, il y avait un journal daté d'octobre 2005. Thomas a demandé qu'une dépanneuse vienne chercher le véhicule. Quand elle est arrivée, le dépanneur a été surpris. « Cette voiture, a-t-il dit, c'est la 3e ou 4e fois qu'on me demande de la récupérer à cet endroit exact. Elle continue à réapparaître. On l'enlève, on la met en fourrière, et quelques semaines plus tard, elle est de retour ici. » Thomas a fait des recherches après cette nuit. Il a découvert que plusieurs policiers, au fil des ans, avaient rencontré Jean Mercier sur cette section d'autoroute. Toujours au même endroit, toujours confus, toujours croyant que nous sommes en 2005. Chaque fois qu'ils essaient de l'aider, il disparaît.
La théorie de Thomas est que Jean est piégé dans une boucle, rejouant son dernier voyage encore et encore. Chaque fois qu'il s'arrête, chaque fois que quelqu'un essaie de l'aider, la boucle se réinitialise. Il est condamné à conduire cette section d'autoroute pour l'éternité, cherchant un foyer qu'il n'atteindra jamais. Thomas continue à patrouiller le 40, mais maintenant il fait attention à cette section spécifique. Et parfois, tard dans la nuit, il voit la vieille Peugeot sur la bande d'arrêt d'urgence. Il ne s'arrête plus. Il a appris qu'il y a des choses sur nos routes que nous ne pouvons pas aider, des âmes piégées dans leurs derniers moments, condamnées à répéter leur tragédie encore et encore. Et pour conclure ces récits troublants de routes françaises et européennes, je veux partager l'histoire de Marie, une journaliste de 40 ans qui couvre les faits divers dans le sud de la France. Son expérience sur la route Napoléon entre Grenoble et la Côte d'Azur montre que parfois, les routes elles-mêmes semblent avoir une conscience, nous guidant vers des destinations que nous n'avions jamais l'intention d'atteindre. Marie travaille comme journaliste depuis presque 20 ans, spécialisée dans les reportages sur les crimes et faits divers pour un journal régional. Son travail l'amène souvent à voyager dans le sud de la France, visitant les lieux d'incidents, interviewant des témoins, reconstituant des histoires. En juillet 2021, Marie devait se rendre de Grenoble à Nice pour couvrir une affaire judiciaire. Elle a décidé de prendre la route Napoléon, la célèbre N85 qui traverse les Alpes françaises. C'est une route magnifique, serpentant à travers des paysages spectaculaires, mais elle peut être dangereuse avec ses virages serrés et ses changements d'altitude. Marie était partie tôt le matin, vers 6 heures, espérant atteindre Nice en milieu d'après-midi. La route était belle, la météo parfaite, elle conduisait tranquillement, profitant du paysage. Vers 10 heures, après plusieurs heures de conduite, Marie a réalisé qu'elle ne reconnaissait plus où elle était. Elle connaissait bien la route Napoléon, l'ayant empruntée plusieurs fois auparavant. Mais les panneaux qu'elle voyait maintenant, les villages qu'elle traversait, rien ne lui semblait familier. Elle a vérifié son GPS. L'appareil montrait qu'elle était toujours sur la N85, se dirigeant vers le sud, mais les noms de lieux affichés ne correspondaient pas à ce qu'elle voyait sur les panneaux routiers. Son GPS disait qu'elle approchait de Digne-les-Bains, mais les panneaux indiquaient des noms de villages qu'elle ne reconnaissait pas. Marie a continué, pensant qu'elle s'était peut-être trompée de route quelque part sans s'en rendre compte. Elle cherchait un endroit pour s'arrêter et vérifier ses cartes. C'est alors qu'elle est arrivée à un village. Le village était petit, peut-être une douzaine de bâtiments regroupés autour d'une place centrale avec une fontaine. Il avait l'air vieux, très vieux, avec des maisons en pierre qui semblaient avoir des siècles. Mais quelque chose clochait. Il n'y avait personne dans les rues, aucune voiture garée, aucun signe de vie moderne. Marie s'est arrêtée sur la place. Elle est sortie de sa voiture, regardant autour d'elle. Le village était silencieux, excepté le bruit de l'eau de la fontaine et le chant des oiseaux. Elle s'est approchée de la fontaine. L'eau était claire, fraîche. La fontaine elle-même semblait ancienne, avec des sculptures érodées par le temps. Elle a essayé d'ouvrir la porte de ce qui ressemblait à un café ou un magasin. Fermé. Toutes les portes du village étaient fermées. Mais en regardant par les fenêtres, Marie pouvait voir des intérieurs nettoyés, comme si les gens venaient juste de partir. Des tables avec des objets dessus, des rideaux propres, tout bien entretenu. Ce qui était le plus étrange, c'est qu'il n'y avait aucun signe de technologie moderne. Pas de fils électriques, pas d'antennes, pas de panneaux solaires. Rien qui suggère que ce village existait au XXIe siècle. Marie a sorti son téléphone pour prendre des photos, mais son téléphone ne fonctionnait pas. L'écran restait noir, même si la batterie était pleine ce matin. Elle a essayé sa caméra, même problème. Aucun de ses appareils électroniques ne fonctionnait. Elle a commencé à sentir de la peur. Elle est retournée rapidement à sa voiture, voulant partir, mais sa voiture non plus ne démarrait pas. Le moteur était complètement mort. Marie était piégée dans ce village fantôme. Elle a crié, appelant, espérant que quelqu'un répondrait. Rien. Juste l'écho de sa propre voix rebondissant sur les murs de pierre. Elle a décidé d'explorer plus, cherchant peut-être un téléphone, un moyen de communication quelconque. En entrant dans ce qui semblait être la mairie du village, elle a trouvé des documents, vieux, jaunis par le temps. Des registres datant de 1815. La dernière entrée parlait d'une évacuation, d'ordre de Napoléon lui-même, de la nécessité de quitter le village en raison d'une route militaire qui allait être construite. Marie a compris. Ce village avait été abandonné il y a plus de 200 ans. Il n'existait plus, n'était plus sur aucune carte. Mais d'une manière ou d'une autre, elle l'avait trouvé.
Ou peut-être il l'avait trouvée. Le soleil commençait à baisser. Marie ne voulait pas passer la nuit ici. Elle a décidé de marcher, de quitter le village à pied et de chercher de l'aide sur la route principale. Mais quand elle a essayé de partir, marchant dans la direction d'où elle était venue, elle s'est retrouvée de nouveau sur la place du village. Peu importe la direction qu'elle prenait, elle revenait toujours au même endroit. La nuit est tombée. Marie était terrifiée, assise sur les marches de la fontaine, ne sachant pas quoi faire. Et c'est alors qu'elle les a vus. Des lumières, bougeant dans les maisons, des ombres de personnes passant devant les fenêtres. Le village se remplissait de quelque chose, de présences invisibles qui habitaient ces bâtiments anciens. Marie a fermé les yeux, a prié, a souhaité être n'importe où sauf ici. Et quand elle a rouvert les yeux, il faisait jour. Elle était assise dans sa voiture, garée sur le bas-côté de la route Napoléon. La vraie route Napoléon, avec des voitures passant à côté d'elle. Elle a vérifié l'heure. Midi. 6 heures s'étaient écoulées. Elle a démarré sa voiture. Le moteur a ronronné parfaitement. Son téléphone fonctionnait, montrant plusieurs appels manqués de son bureau. Marie n'a jamais retrouvé ce village. Elle a cherché sur des cartes, dans des archives historiques. Il y a bien eu un village dans cette région qui a été abandonné au début du 19e siècle, mais son emplacement exact est perdu. Certains historiens pensent qu'il a été complètement détruit lors de la construction de la route Napoléon. Marie a écrit un article sur son expérience, mais son éditeur a refusé de le publier, le trouvant trop fantastique. Elle garde ses notes, ses souvenirs de ces heures passées dans un lieu qui n'existe plus. Et Marie évite maintenant la route Napoléon, prenant des autoroutes modernes, même si ça prend plus de temps. Elle m'a dit que cette expérience lui a appris que nos routes sont plus que de simples chemins d'un point à un autre. Elles traversent le temps autant que l'espace. Et parfois, dans certaines conditions, nous pouvons glisser à travers les fissures du temps, nous retrouvant dans des lieux qui appartiennent au passé, à des époques revolues qui n'ont jamais vraiment disparu.